Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un cœur brisé à cause d'un reflet. Notre histoire se passe pendant l'Antiquité, en Grèce, et nous avons un couple qui attend un heureux événement. Et comme tous les couples dans cette situation à l'époque, ils décident d'aller voir un oracle pour savoir quel sera le destin de cet enfant. Et donc, il consulte l'oracle, qui est une espèce de prophétesse. La prophétesse en question observe la femme, observe le ventre de la femme, pose ses mains sur son ventre, ferme les yeux et dit « Cet enfant sera d'une beauté époustouflante. Il sera courtisé par les femmes, par les hommes, tout le monde voudra avoir ses faveurs. Il sera magnifique et il aura une destinée formidable à une condition. Que jamais il ne croise son reflet dans un miroir. Sinon, il courra à sa perte. » À la fois ravis d'apprendre que leur enfant serait sublime et aurait une belle destinée, et effrayés à l'idée que rencontrer son propre reflet puisse causer sa perte, les parents décident à ce moment-là de supprimer tous les miroirs de leur maison pour que jamais l'enfant, à partir du moment où il naîtra, ne puisse croiser son reflet. Donc ils suppriment tout, l'enfant vient au monde et effectivement il naît dans une maison sans miroir aucun. Et c'est un petit garçon qui s'appelle Narcisse. Et Narcisse grandit, c'est un petit garçon heureux, joyeux, plein de vie, avec déjà un charme fou. Et il plaît forcément à tous les gens qui le rencontrent dans la rue. Tout le monde s'extasie sur son corps déjà si bien proportionné, sur ses traits si fins, sur son regard si limpide. Enfin bref, c'est une beauté, cet enfant. Et les parents ont tellement à cœur de le protéger que les rares fois où il pleut, en fait, ils le maintiennent à la maison, limite ils le séquestrent, pour que l'enfant ne risque pas de s'apercevoir dans une flaque d'eau. On en est là. Et donc Narcisse grandit, il devient un adolescent, il y a un très beau jeune homme qui effectivement, comme la prophétesse l'avait prédit, est extrêmement courtisé par les hommes, par les femmes, par les vieux, par les jeunes, par tout le monde en fait. Et Narcisse, il est comme tous les jeunes garçons de son âge, il a besoin de prendre son envol, il a envie d'indépendance, d'autonomie, et surtout il en a assez que ses parents le surprotègent comme ils le font. Et un jour, Narcisse arrive à tromper la vigilance de ses parents et il part en balade tout seul, sans eux, pour veiller au grain et vérifier s'il ne va pas croiser un miroir sur sa route. Mais ça va, il ne croise pas de miroir sur sa route. En fait, Narcisse, il a surtout envie de découvrir le monde, la nature. Donc en fait, il part se promener et il marche dans la campagne, on va dire, jusqu'au moment où il passe devant une grande étendue d'eau. Un lac immense, d'une eau si claire, si limpide que, vous l'aurez compris, on se voit dedans. Intrigué, Narcisse s'approche, se penche au-dessus du lac, et là, ô misère, qu'est-ce qu'il voit? Son reflet. Et évidemment, comme tous les gens qui ont croisé sa route jusqu'à présent, il est littéralement subjugué par l'image de ce jeune homme qui se reflète dans l'eau. Mais comme il ne sait pas ce que c'est un miroir ou une flaque d'eau ou un reflet, simplement un reflet, il croit qu'il a affaire à une vraie personne, à un être humain qui est de l'autre côté de cette eau. Et Narcisse regarde l'eau et essaye de faire connaissance avec cet Apollon, cette beauté. Alors il commence à lui parler. Mais le reflet ne répond pas grand-chose. Il remue les lèvres, mais Narcisse ne comprend pas ce qu'il lui dit. En plus, il parle en même temps que lui. C'est pas très confortable. Alors Narcisse essaye de lui faire des gestes, mais le garçon de l'autre côté de l'eau fait exactement la même chose. Et Narcisse reste là, comme ça, planté devant son reflet, en essayant de communiquer avec lui. Pendant ce temps, il faut savoir une chose à propos des dieux, et surtout à propos de Zeus. Zeus, le dieu des dieux, était ce qu'on appelle un coureur de jupons. Donc Zeus, dès que son épouse Héra avait le dos tourné, n'hésitait pas à aller compter fleurette aux petites mortelles, aux nymphes, aux autres déesses, enfin bref, à tout ce qui bouge. Si on ne voulait pas
rencontrer Zeus, il fallait pas bouger, et encore. Bon. Et évidemment, Héra était au courant, et Héra était extrêmement jalouse. Et elle surveillait Zeus. Donc un jour, Zeus, pour tromper lui aussi la surveillance de son épouse, cette fois-ci, a eu une idée. Zeus appelle une petite nymphe, Écho. Et bon, elle lui plaît pas tant que ça, elle est mignonne, mais bon, voilà, sans plus. En tout cas, elle n'est pas à son goût. Et Zeus lui dit, écoute, Écho, j'ai un service à te demander. Alors Écho, elle est un peu surprise, parce que elle n'est qu'une petite nymphe sans importance, sans intérêt, et que soudain, le dieu des dieux lui demande un service, forcément, elle se sent importante, et elle ne peut pas dire non. Quoi que ce soit, elle ne pourra pas dire non. Et là, Zeus lui dit, tu sais, j'ai une épouse qui est un petit peu, comment dire, possessive. Et moi, j'ai envie d'aller me promener, là, de faire d'autres choses. Donc, écoute, je compte sur toi pour divertir mon épouse pendant mon absence. Et je veux pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Et je veux que pendant tout le temps où je serai partie, mon épouse ne regarde pas ce que je fais sur Terre. Ok. Donc, Écho dit oui, évidemment. Et Zeus s'en va compter fleurette à je ne sais qui. Et donc, Écho, elle est un peu embêtée parce qu'elle connaît pas Héra plus que ça, elle la connaît de nom. Elle sait que c'est quelqu'un d'extrêmement soupolé et qu'il vaut mieux pas se mettre à dos. Donc, elle est embêtée, mais elle est obligée d'obéir au dieu des dieux. Donc, elle va voir Héra et puis elle réfléchit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour la distraire et l'empêcher d'aller voir ce qui se passe sur Terre pendant ce temps. Et puis, elle a une idée, en fait. Elle se dit, je vais discuter avec elle. Après tout, la communication est la clé. Voilà, nous allons communiquer ensemble et discuter. Et voilà notre petite nymphe Écho qui commence à taper la discussion à Héra. Alors, elle lui parle de la pluie, du beau temps, de ce qui se passe sur Terre. Non, pas de ce qui se passe sur Terre. Oh là là, mon Dieu, si jamais elle regardait. Elle va lui parler chiffon, elle va lui parler chanson, art, connaissance, guerre, etc., etc. Tous les sujets y passent. Et elle parle. Et puis Héra, qui au départ trouve l'initiative plutôt charmante de la part de cette petite nymphe, se dit quand même qu'il y a quelque chose de bizarre là-dessous. Après tout, elles se connaissent pas. Pourquoi elle lui parle autant? Pourquoi elle a l'air d'avoir autant de... pourquoi il y a l'air d'avoir un tel enjeu au fait qu'elle lui parle comme ça? Donc Héra, qui n'est pas née de la dernière pluie et qui connaît son dieu des dieux de Marie, commence à se dire qu'il y a baleineau sous gravier. Donc elle jette un petit coup d'œil sur la terre. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Son mari en train de batifoler avec une mortelle. Et là, Héra, qui n'est pas la moitié d'une idiote, comprend très bien ce qui s'est passé et comprend qu'Écho était là juste pour la distraire pendant que ses cornes grandissaient. Donc elle est très en colère, Héra. Mais elle a beau être une déesse très puissante, elle ne peut pas passer ses nerfs sur son dieu des dieux de Marie, parce qu'il y aurait des représailles. Mais elle est quand même très énervée et elle a quand même très envie de passer ses nerfs sur quelqu'un. Et évidemment, la première personne qui est en face d'elle et qui est responsable de la situation, d'après Héra, c'est Écho. Alors elle regarde Écho et elle lui dit, tu sais Écho, j'ai remarqué que tu aimais beaucoup parler, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas parler énormément, infiniment. Par contre, il y aura deux petites choses un petit peu pénibles pour toi. La première, c'est que tu seras jamais capable d'amorcer une conversation par toi-même. Tu devras toujours attendre qu'on t'adresse la parole. Et la deuxième, c'est que, hélas pour toi, ton avis, on s'en moque. Tout ce que tu seras capable de faire, c'est de répéter ce qu'on te dira à l'infini. Maintenant, tu peux partir. Alors Écho s'en va, sonnée, elle comprend pas vraiment ce qui vient de se passer. Elle comprend qu'elle a mis Héra en colère, mais bon. Et elle s'en va comme ça, et elle va se promener sur Terre. Et sur Terre, elle commence à croiser des gens, et elle a envie de leur raconter ce qui s'est passé parce qu'elle comprend pas bien. Et au moment de parler, il n'y a rien qui sort. Mais les gens la voient essayer de parler, alors les gens lui disent « Salut Écho, ça va ?» Et soudain, elle comprend. Tout ce qu'elle arrive à faire, c'est à répéter « Salut Écho, ça va, ça va, ça va, ça va, va ?» Complètement désemparée, Écho s'en va, elle s'enfuit et elle quitte la ville et elle marche dans la campagne, jusqu'au moment où elle arrive près d'un lac. Et elle traîne sa mélancolie le long du lac et en s'approchant du bord, qu'est-ce qu'elle voit? Un jeune homme, un très beau jeune homme,
un magnifique jeune homme. Et là, c'est le coup de foudre instantané. Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'elle est amoureuse! Elle n'a jamais ressenti ça de sa vie. Et elle s'approche et elle le voit, et il est penché au-dessus de l'eau et il semble parler à quelque chose qui est dans l'eau. Intriguée, elle s'approche encore de Narcisse, vous l'aurez compris, et elle voit qu'il parle à son reflet. Alors elle comprend pas, elle sait pas ce qui lui arrive, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle vient de rencontrer l'homme de sa vie, qu'elle a envie de le connaître, qu'elle a envie de passer toute sa vie avec lui, qu'elle a envie de le serrer fort, qu'elle veut fusionner avec lui, que ça va être beau, que ça va être intense, que ça va être merveilleux. Alors elle essaie de lui parler, Echo, mais le problème, c'est qu'elle est muette, rien ne sort. Alors elle attend, elle va bien finir par se retourner, la voir et lui parler. Mais non, Narcisse est subjugué par son reflet. Ça fait des jours qu'il ne s'est pas retourné, ça fait des jours qu'il n'a pas regardé autre chose que son propre reflet. Mais soudain, il ouvre la bouche et elle entend sa voix. Et sa voix est merveilleuse, sa voix est douce, elle est suave, c'est du miel. Ses paroles, ça la transporte au paradis. Et elle l'entend qui dit « Bonjour toi ». Alors elle, tout naturellement, qu'est-ce qu'elle fait? « Bonjour toi, 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 toi ». Et il continue « Tu es si beau ». Pour la première fois, elle est contente de répéter ce qu'elle entend, parce qu'elle le pense elle aussi. « Tu es si beau, si beau, si beau, si beau ». Et quand il se dit « Je t'aime », tout ce qu'elle peut faire, c'est répéter « Je t'aime, 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 t'aime ». Mais il ne l'entend pas. Et Echo comprend que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle répète, il ne se retournera pas. Tout ce qu'elle peut faire, c'est rester à côté de lui et être là, le regarder et se satisfaire de ça. Et les jours passent, et Echo est à côté de Narcisse. Mais Narcisse ne mange plus, il ne boit plus. Il est là, au bord du lac. Et soudain, il se passe quelque chose d'un petit peu magique. Elle voit comme des racines qui sortent des pieds de Narcisse et qui vont s'enfoncer profondément dans la terre. Et elle voit le corps de Narcisse qui se fige, qui devient végétal, qui devient tige. Son corps s'affine, 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 s'affine. Et sa tête devient une fleur, une belle fleur, jaune, jaune pâle, un peu comme le soleil. Et Narcisse n'est plus un être humain. Narcisse s'est transformé en fleur à force d'être au bord de ce lac. Il a pris racine. Et elle comprend que jamais Narcisse ne sera à elle. Elle ne peut pas se résoudre à cueillir cette fleur, parce que ce serait le tuer. Donc folle de chagrin, elle s'en va, elle fuit. Et elle court, elle court, elle court, elle court, Echo. Et elle voit une montagne, elle gravit la montagne et jamais elle ne s'arrête. Elle est essoufflée, elle est en nage, elle est fatiguée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle continue, elle court, elle court, elle court, elle court. Et elle atteint le sommet de la montagne. Et au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ça va être quoi sa vie maintenant? Répéter à l'infini ce que les gens disent? Aller voir cette fleur qui a été un jour l'homme qu'elle a aimé? Non, elle n'a pas d'avenir, Echo. Et elle le sait pertinemment. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche du bord de la montagne et elle saute. Et son corps se disloque, se désintègre dans la montagne. Tout disparaît d'Echo, à une exception près. Sa voix. C'est pour ça que si vous allez à la montagne et que vous criez suffisamment fort, vous entendrez encore la voix d'Echo vous répondre. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Alors il faut savoir que le mythe de Narcisse a différentes fins en fait possibles. Moi j'aime bien celle-ci, mais dans certaines versions, Narcisse était un jeune homme extrêmement beau, extrêmement arrogant, qui était absolument odieux avec ses prétendants et prétendantes et visiblement, un de ses prétendants a fini par se suicider de chagrin à cause de Narcisse et avant de mourir, il en a appelé aux dieux en fait, il leur a demandé de le venger et les dieux ont fait en sorte que Narcisse croise son reflet dans un lac et effectivement tombe amoureux de ce reflet et se suicide de désespoir lui aussi parce que le reflet ne lui donnait pas le même amour en échange. Ça c'est une version. Il y a aussi une autre version
qui raconte que Narcisse avait une sœur jumelle qui est décédée et en fait en croisant son reflet dans le lac en fait il a cru voir sa sœur jumelle et il n'a pas pu se résoudre à la quitter et il a pris racine, il s'est transformé aussi en fleur, enfin à chaque fois on a cette histoire de fleurs mais pour des raisons différentes, voilà. C'est tout. Et puis aussi, ben, pour ceux qui m'ont déjà lu par ailleurs et ont lu mon premier roman Écho, ben, il faut savoir que je me suis inspirée de ce mythe que j'aime énormément pour vous raconter Écho, qui est mon premier roman et qui se base aussi sur des faits réels, puisque j'étais criminologue auparavant, et qui part d'un cas que j'ai étudié. Voilà. Donc écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer Écho. Et puis, bien écoutez, j'attends vos suggestions pour une prochaine histoire. Je vous embrasse. Au revoir. Et dernière petite chose, peut-être que vous connaissez ce trouble du langage qui s'appelle l'écholalie. Écho de écho, hein, là je pense que c'est assez clair, et Lali, bavardage. Et en fait, c'est le fait de répéter ce que l'interlocuteur dit. Alors parfois, ce sont juste des mouvements de lèvres que la personne fait pendant qu'on lui parle. Ou parfois, ça va jusqu'à répéter véritablement ce que la personne dit. Voilà, ça s'appelle l'écholalie. Je vous embrasse.